Bonsoir à tous. Sont réunis ce soir sur le plateau d'Apostrophe en direct 3 intellectuels et un chef d'entreprise. En mai 68, ils avaient 20 ans. En mai 86, ce sont des quadragénaires où on passe de l'être. Où en sont-ils? Que disent-ils? Qu'écrivent-ils? Et en épigraphe de cette émission, je voudrais vous citer une publicité que vous avez probablement lue dans vos quotidiens. Cette publicité dit ceci: en mai 68, on a refait le monde. En mai 86, on refait la cuisine. On a choisi cette première archive qui se passe en 1986, donc un peu au milieu de cette décennie. Pourquoi ? À cause de la formule déjà, employée par Pivot. En 68, ils refaisaient le monde. En 86, ils refont la cuisine. Et 86, c'est aussi la parution d'un livre de Luc Ferry, avec Alain Renaud sur la pensée 68. C'est le moment où, selon vous, apparaît l'idéologie de la fin des idéologies. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, expliquez-nous un peu vos intentions avec ce bouquin. Et pourquoi ce titre, évidemment, la décennie, le grand cauchemar. On sait ce qui va nous arriver en ouvrant le bouquin, quoi. Le grand cauchemar, il faudrait préciser d'abord que c'est un cauchemar un peu particulier, parce que c'est un cauchemar qui a toutes les apparences de la fête, une fête un peu poussive, mais enfin les années 80, elles sont connues aussi pour leur variété, leurs paillettes, la bien-pensance de gauche, et des choses qui sont pas cauchemardesques a priori. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est plutôt de montrer ce qui s'est passé idéologiquement, politiquement, culturellement dans cette décennie, pas sous la forme caricaturale du cauchemar, mais comment sont passées efficacement en France des idées avec lesquelles on a à se battre aujourd'hui, qu'il s'agisse du libéralisme et du fatalisme économique, qu'il s'agisse d'un certain gauchisme culturel échevelé mais qui ne fait de mal à personne, qu'il s'agisse effectivement d'une désaffection pour la politique, enfin de beaucoup de choses qui sont toutes apparues à ce moment-là, dans les années qu'on appelle Mitterrand, mais ça n'est donc pas un livre sur Mitterrand, un livre de plus, mais bien plus un livre sur les différents discours idéologiques entrecroisés de cette époque-là. Alors 86 en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment au cœur de la période là. Vous aurez tous remarqué que mathématiquement 86 c'est l'inversion de 68. Mais bien sûr, en tous les cas Luc Ferry l'avait remarqué. Il l'avait remarqué. Et effectivement, La pensée 68 de Luc Ferry et Alain Renaud, le livre peut-être l'un des livres les plus emblématiques de la décennie, et quant à lui l'inversion parfaite du programme réel de mai 68, au point de pouvoir dire, c'est ce que disent Ferry et Renaud, que mai 68 n'a pu mener qu'à l'individualisme, au libéralisme et à la publicité. C'est avoir la mémoire un peu courte. Serge Halimi, les années 80, un cauchemar ? Non, pas un cauchemar dans le sens où ce qui s'est produit n'est pas le résultat d'un endormissement particulier et d'un réveil brutal, mais de la maturation de données sociales qu'on voyait apparaître dès les années 70 et qui, lorsque la gauche était au pouvoir en France, ont en quelque sorte germé. C'est là que le paradoxe est le plus grand, c'est qu'effectivement le libéralisme a été en France particulièrement servi par la gauche, au moins autant et sinon plus que par la droite. Frédéric Lordon, les années 80, un cauchemar ? On peut quitter le lexique des bons ou des mauvais rêves et dire qu'en tout cas, c'est la décennie des très grandes transformations, pour reprendre le titre d'un ouvrage fameux d'un économiste qu'on a un peu oublié, qui s'appelle Karl Polanyi, qui écrivait en 1944. Et c'est une décennie au cours de laquelle le capitalisme français, et pas que lui d'ailleurs, va changer de visage. Il va changer de visage parce que vont être refaites sur des bases tout à fait neuves les grandes structures qui encadrent l'activité économique, et dont on pourrait dire, en simplifiant, qu'elles sont au nombre de 3. La première, c'est ce qui concerne la concurrence, c'est-à-dire l'organisation des marchés de biens. La seconde, c'est attrait à la finance. Donc là, on va avoir le phénomène de la libéralisation financière à partir de 1986. Et la troisième, c'est celle qui va installer un certain modèle de politique économique en rupture avec tout ce qu'on avait connu pendant cette période qu'on avait appelée les 30 Glorieuses, modèle de politique économique alors qu'on qualifiait de keynésien. Et le grand tournant de politique économique, on va le retrouver quelques années plus tard dans la construction européenne achevée.
J'ai vu que vous faites partie d'une cercle ou fondation Saint-Simon. Bon, mais ça paraît curieux qu'un libéral soit sous le pavillon d'un homme. Mais duquel? Non, c'est Saint-Simon le... Ah ben non, écoutez, cette petite fondation qui allie des industriels, des journalistes et des intellectuels cherchait un nom. Et Emmanuel Leroy-Ladurie a dit, au fond, on va prendre Saint-Simon, comme ça personne ne saura lequel. Moi, j'ai été témoin de cette séance. Vous étiez là. Où l'on a décidé le nom, et Leroy-Ladurie, qui est un esprit piquant, a satisfait tout le monde lorsqu'il a trouvé l'ambiguïté. Et je puis témoigner de ce que vient de dire Alain Minc, que Saint-Simon, ce n'est pas le vrai nom. Le vrai nom, c'est l'ambiguïté. Ouais. Et en prenant le nom de Saint-Simon, on a voulu simplement traduire l'ambiguïté fondamentale. Voilà, on a dit ça en termes un peu plus chic. Alors ça, c'est le 3 août 1984, et c'est on salue la création de la Fondation Saint-Simon, qui, pour ceux qui ne seraient pas nés du tout à cette époque-là, a joué un rôle important. La politique n'a plus droit de citer dans cette affaire, vous comprenez ? S'ouvre l'époque des raisonnables. Et c'est cette indifférenciation droite-gauche qui va donner lieu à ce qu'on appellera plus tard, d'un terme que j'ai jamais beaucoup aimé, mais qu'on va retenir par commodité de langage, la pensée unique. Alors la pensée unique, c'est celle qui nous dit que la bonne organisation des marchés, c'est flexibiliser, déréglementer, que la concurrence est la meilleure des choses, que la finance est bénéfique, que l'État est obèse, importun, qu'il a les doigts carrés, qu'il faut surtout pas qu'il se mêle de l'activité économique, etc., etc. Toutes choses qui sont intimement partagées par les experts des deux bords, les deux faux ennemis, la gauche modérée et la droite intelligente, à moins que ce ne soit l'inverse, j'ai jamais su. Eh bien, c'est exactement ça le projet de la Fondation Saint-Simon. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Frédéric Lordon, sur cette distinction ou cette indistinction entre droite et gauche. Lorsqu'on interroge Alain Minc sur justement sa prétention à être de gauche, qui peut paraître étonnante au vu de ce qu'il dit par ailleurs, il explique dans une autre émission d'Apostrophe, je le cite, j'essaye de faire une distinction entre un libéral de gauche et un libéral de droite. La distinction... Le libéral de droite. Le libéral de droite croit que le marché est le meilleur moyen d'obtenir un optimum économique, mais qu'il faut faire en sorte de maintenir un certain nombre de stabilisateurs pour que la société ne bouge pas trop, même si on atteint l'optimum économique. Le libéral de gauche, donc moi... Le libéral de gauche, croit que le marché, outre un certain nombre de vertus économiques, peut être un moyen assez brutal de changer la société, et que de ce point de vue, il faut le laisser jouer à plein. C'est une citation qui est très éclairante, parce qu'elle indique en quelque sorte que le libéral de gauche, c'est un libéral de droite, la brutalité en plus. Donc effectivement, cette fondation est très marginale quand elle se crée en 82, et puis elle se saborde, se sacrifie, met fin à ses fonctions en 99, je crois, c'est ça, avec l'idée explicite que la mission est accomplie. Donc elle est absolument marginale en 82, elle n'a plus rien à faire en 99, puisque ses idées sont devenues effectivement ce qu'on appelle à l'époque la pensée unique, mais en tout cas la pensée dominante. Évidemment, il ne faut pas prendre au pied de la lettre la justification alléguée par Pierre Rosanvallon, selon laquelle la Fondation aurait achevé son œuvre. Pas du tout. La mort de la Fondation Saint-Simon a précisément à voir avec le retour du peuple, qui s'est opéré quand ? En 1995. Et Pierre Rosanvallon, qui est assez subtil comme analyste de la société française malgré tout, a très bien perçu que les vents là commençaient à tourner un peu. Et qu'il était temps que la Fondation Saint-Simon disparaisse parce qu'elle n'allait pas tarder à se rendre insupportable. Et ça, de ce point de vue, la manœuvre a été extrêmement réussie. Et donc, tout changer pour que rien ne change, la réincarnation comme stratégie de la persévérance dans l'être, après la Fondation Saint-Simon, la République des idées et la nouvelle critique sociale, ripollinée à des couleurs vaguement rose pâle et qui n'a rien ni de nouveau, ni de critique, ni de social, qui est la Fondation Saint-Simon recommencée tout simplement, mais plus présentable. Bon, alors maintenant, entrons un petit peu dans l'analyse de cette crise. Oui, l'histoire montre que chaque crise doit être perçue comme le moment de la réécriture. Et que donc pour les sociétés, le moment où elles se sentent en non-crise, et l'histoire le montre, en général beaucoup plus bref que le temps de la décadence auquel s'ajoute le temps de la renaissance. Alain Minc, je crois que vous avez collaboré à cette émission qui a fait couler beaucoup d'encre, qui s'appelle « Vive la crise ». Oui, j'étais un figurant d'Yves Montand. Oui. Diriez-vous toujours « Vive la crise » aujourd'hui ? Oui, pour l'effet provocateur que cela a eu. Il me semble que la France, qui a mangé son pain blanc depuis 10 ans, et qui n'a pas commencé à payer son tribut à la crise, où le pouvoir d'achat s'est accru davantage, va avoir maintenant à solder les comptes. Bon, venons-en maintenant à ce que vous appelez la dynamique de la crise. Elle est faite de quoi ? Vous allez rejoindre d'ailleurs Attali d'une certaine manière. Tout à fait. C'est-à-dire que
en réalité, on voit une multiplicité d'initiatives, un changement du système de valeurs, et le tout au nom de valeurs qui sont exactement les valeurs de 68. Vous appelez ça le capitalisme 68 Oui. art. Il faut dire que les deux mots à coller, ça oui. surprend un peu. Hein. Oui, Qu'est-ce que c'est que ça, le capitalisme 68 art? Outre le fait que c'est à mon avis la chance du capitalisme, je crois que l'initiative se fait au nom de valeurs d'autonomie et de liberté. Alors ces deux valeurs d'autonomie et de liberté, c'est une sorte de résurrection bizarre de ce qu'on a vu en 68. Voilà, le capitalisme 68A. On a là, dans ce document, deux phares de la pensée des années 80, mais qui nous éclairent toujours. Alain Minc et Jacques Attali. Celui qui sourit, c'est François Cusset. Oui, non, effectivement, je souris en hommage à ces deux phares, comme aurait dit le grand timonier. Non, mais c'est non seulement deux phares de la décennie, mais c'est en plus deux des idéologues les plus zélés sur ce discours qui, à ce moment-là, dure déjà depuis plusieurs années. Hein, le discours de la crise comme aubaine historique, occasion unique pour la France de rattraper tous ses retards et effectivement d'ébranler son vieux système de valeurs beaucoup trop conservateur. Et on est vraiment en train d'imposer par ces discours-là l'idée qu'il n'y a plus vraiment de polarité politique, que gauche et droite se valent, que ce qui compte, que la dernière polarité réelle, c'est les anciens et les modernes, les vieux schnocks réactionnaires, qui sont encore dans des logiques nationales, terriennes, et puis ceux qui sont modernes, innovants, et qui vont effectivement s'arc-bouter sur cette situation de crise pour faire de la France le modèle de demain. Alors, il y a quand même un génie de la formule chez Alain Minc, parce qu'effectivement, capitalisme 68 art, qu'il a quand même repris, il faut le dire, aux libéraux libertaires californiens, donc qui s'est évidemment servi ailleurs. Mais c'est cette convergence des deux mots, effectivement, qui fait un peu oxymore à l'époque. Ça va être la grande idée et de Minc et de ses camarades à ce moment-là, et même de la décennie. Et cette idée-là, en fait, elle vient de plus loin. Elle vient des sciences de l'information. Elle vient des sciences cybernétiques américaines. Elle vient de l'idée que finalement, en cas de problème majeur, en cas de dysfonctionnement du système, il y a un mécanisme adaptatif d'ajustement, ce qui fait qu'on traite du coup les gens, les humains, comme effectivement des dispositifs d'ajustement qui font qu'on change de braquet, change de niveau, qu'on s'adapte à la nouvelle donne et qu'on est plus fort qu'avant. Cette logique-là, c'est l'idée d'Attali et de Minc qui font d'eux, les phares de l'année 84. Ouais. Serge Halimi, sur ce syncrétisme libertaire, libéral. François Cusset disait que Alain Minc s'était servi ailleurs. On a du mal à imaginer qu'Alain Minc ait commis un plagiat. Oh. Mais il a raison. Il s'agit, on l'entend bien dans la citation d'apostrophe. Il s'agit d'habiller à gauche des valeurs de droite, de leur donner cette espèce de cachet de modernité, de dynamisme qui serait en quelque sorte tiré de mai 68. Il faut aussi préciser que quand Alain Minc parle de la nécessité de faire des sacrifices, de tirer le meilleur parti de la crise, c'est une nécessité qui ne s'appliquera jamais à son propre cas. Comme en général, elle ne s'appliquera jamais aux professeurs de vertu qui, eux, verront leurs revenus exploser au moment même où ils prêchent les sacrifices aux autres. Et il y a un côté un peu bizarre et presque carrément désagréable à entendre ce pseudo-débat entre Alain Minc et Jacques Attali, qui sont au fond d'accord sur tout, qui quelques années plus tard fonderont l'un et l'autre leur boîte de conseil et qui profiteront au maximum des années 80 et qui viennent dire en quelque sorte aux mineurs, aux sidérurgistes et aux autres: allez, assez plaisanter, là maintenant il est temps de faire des sacrifices. Dans la même émission, le 3 août 1984, voici Jean Boissonnat, rédacteur en chef de l'Expansion. Je crois qu'il se cherche en France d'étranges coalitions nouvelles sur le front politique. Une coalition entre des libéraux, certes évolués, et ce que j'appellerais des autogestionnaires, c'est-à-dire une nouvelle droite, une nouvelle gauche, qui se demandent si, parce qu'elles sont l'une et l'autre nouvelles, n'auraient pas quelque chose à faire ensemble. Et puis en face, un autre front, où là encore on retrouve des hommes de droite et des hommes de gauche, des nationalistes et des bureaucratiques, si j'ose dire, c'est-à-dire la vieille droite et la vieille gauche, et entre lesquels il y a également des éléments communs. Et je crois que ce qui est difficile dans un pays, c'est de faire accoucher en termes politiques des courants de pensée qui n'ont pas l'habitude d'être classés du même côté. Et de faire l'alliance entre une gauche et une droite, qui serait moderne,
face à une gauche et une droite qui seraient archaïques, c'est probablement ce qui rendrait le mieux compte des forces réelles, mais ce qui ne se coule pas dans les organismes politiques existants. Voilà, Jean Boissonnat, vous avez écouté, il confirme vos analyses. Ce sera un peu le projet de la Fondation Saint-Simon, justement, de rassembler ces gens-là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on réfléchit aux catégories que vient d'élaborer Jean Boissonnat, la première catégorie, c'est une catégorie qui est presque exclusivement bourgeoise, et la seconde, c'est une catégorie qui est assez largement populaire. Oui, effectivement. Je pense, ce type de raisonnement est une très mauvaise nouvelle pour la démocratie, au moins, puisque l'idée, en fait, ce qui est dit, c'est que le seul critère permettant de départager, les hommes politiques ou les décideurs, c'est la compétence, c'est l'expertise, c'est la modernité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de critères de contenu, il n'y a plus de critères idéologiques. L'idée du projet ne départage plus, puisqu'on est tous d'accord sur le projet. Il n'y en a pas d'autre possible que celui auquel, nous force l'évolution économique mondiale. Donc finalement, le dernier critère, il est technique. Il est les compétents contre les incompétents. Critère qui, encore une fois, est on ne peut moins démocratique. On va prendre une date à laquelle vous tenez, 1984. C'est le sommet de Fontainebleau et sur Antenne 2 le 25 juin 1984, on en cause pendant 1 minute 21 secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'histoire de la construction européenne semble à ce point faite de répétitions que l'on ne sait plus guère quelle importance donner aux innombrables sommets qui l'ont ponctuée. Nous retrouvons sur place Philippe Sassy. L'Europe, qui fête ses 25 ans, arrive à un tournant de son histoire où la menace un énorme fossé, le déficit financier. Commence alors une partie de bras de fer entre ceux qui veulent dépenser moins et ceux qui réclament qu'on cotise plus. En fait, il s'agit moins d'une histoire de gros sous que de conceptions différentes de l'Europe, de ses mécanismes, de son financement. Le chancelier allemand et le président français veulent redonner un souffle politique à l'Europe. Mais à Fontainebleau, comme à Bruxelles ou à Athènes hier, ils entendront une voix féminine et familière leur murmurer « I want my money back, rendez-moi mon argent ». Alors, Frédéric Lordon, pourquoi nous faire écouter ce document et pourquoi cette date est-elle si importante ? Tout le monde se souvient de ce sommet par I want my money back et la négociation de marchand de tapis par laquelle Margaret Thatcher obtient le rabais financier qui va défrayer la chronique jusque dans les négociations budgétaires de l'Union européenne en 2005 et sans doute encore pour un moment. Non, de mon point de vue, il y a de toute autre raison qui justifie de se souvenir du sommet européen de Fontainebleau, que je ne peux pas m'empêcher de considérer comme une date absolument cruciale parce qu'elle est véritablement une bascule dans le cours de la construction européenne. Alors il faut se remettre dans l'esprit de l'époque. On parlait à ce moment-là déjà d'eurosclérose. Alors de ce point de vue, le sommet de Fontainebleau, c'est le sommet de la relance. Mais c'est une relance d'un genre un peu particulier tout de même. Pourquoi ? Parce que, en fait de relance, il s'agit par le sommet de Fontainebleau de faire entrer dans le réel une construction européenne qui est largement encore à l'état d'encre et de papier. Alors là, j'ai vraiment une anecdote que je trouve absolument succulente, dont je ne peux malheureusement pas révéler l'identité du héros, et c'est dommage parce que ça ajoute à son charme. Ça se passe dans les années 70. C'est un jeune inspecteur des finances, plein d'avenir. Oh là là, ça je te garantis, plein d'avenir. Et il s'occupe d'un dossier de restructuration industrielle. Alors, comme on fait à l'époque, l'État a remis au pot. Seulement voilà, à Bruxelles, à la Commission, il y a des gens encore un peu timides, mais qui veillent et qui savent qu'un financement public, ça s'appelle une aide d'État, et c'est interdit par le traité de Rome. Alors, le fonctionnaire de Bruxelles envoie une petite lettre à notre inspecteur des finances. Il est assez perturbé tout de même, parce qu'on est en train de lui dire que ce qu'il fait depuis des plombes, c'est tout à fait contraire aux droits des traités européens. Alors il va s'en ouvrir auprès de son directeur, le directeur du Trésor, qui est monsieur Jean-Yves Abraire, c'est pas n'importe qui tout de même. Et il lui tend la lettre qui vient de Bruxelles. Alors Jean-Yves Abraire réajuste ses lunettes sur le bout de son nez, il regarde le papier d'un peu loin, et puis il dit « Je crois que je sais comment nous allons régler ce problème de la manière suivante », et hop, il met la lettre au panier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, tout de même ? Je veux dire, ça veut dire que s'il y avait eu pénurie de papier toilette au ministère de l'économie, eh bien, le courrier de la Commission européenne aurait certainement fait la pointe. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans ces années-là, fin des années 70, début des années 80 ? Je veux dire, on est confronté à une énigme et à sa solution. L'énigme, c'est quoi ? L'énigme, c'est qu'il y a une hiérarchie des normes juridiques. Dans la hiérarchie des normes juridiques,
Les directives sont dominées par des décrets, qui sont dominés par les lois, qui sont dominés par les lois organiques, qui sont dominés par les constitutions, qui sont dominés, c'est le haut de la pyramide, par les traités internationaux. Par conséquent, les traités internationaux sont des normes juridiques supérieures à toutes les autres et en particulier aux normes juridiques nationales. Le droit des traités s'applique aux droits nationaux. Mais Macache, pendant quasiment 30 ans, le droit européen est resté absolument lettre morte. Solution de l'énigme extrêmement simple, pour tous ceux en tout cas qui ne croient pas qu'il y a une force intrinsèque du droit, c'est-à-dire des traces d'encre sur du papier. Pour que le droit rentre dans les faits, il lui faut un surcroît de force politique, de force institutionnelle, et c'est tout ce surcroît de force qu'on va commencer à lui donner à partir de 1984. Parce qu'en 1984, l'engagement que prennent les gouvernements nationaux, c'est pour de bon, soumettre leur souveraineté à une souveraineté supérieure, qui sera celle des institutions européennes. Et ça, c'est une sacrée bascule. Et lorsque l'acte unique sera adopté par les 12, l'Europe va vraiment devenir une zone unique sans frontières, un marché unique de 320 millions de consommateurs. Alors bien sûr, cela suppose de supprimer toutes sortes de barrières techniques, douanières. Au bout du compte, un marché 3 fois grand comme celui du Japon. Abattre les barrières, sans frontières, une Europe unie, tous ces mots sont vraiment merveilleux. Et je ne comprends pas pourquoi, en 2005, les Français ont traîné les pieds, enfin, ont même dit non, quoi. Ah, moi je le sais parce que Serge Julie me l'a dit. Ah. Oui, ils sont racistes, frileux et feignants. Donc c'est la raison. Non, ce qui est très intéressant là dans cette histoire d'acte unique, c'était le 20 novembre 1986. Oui, c'est 20 novembre 86. Ce qui est très intéressant, c'est que en deux coups déjà, on voit se dessiner l'une des tendances les plus profondes et les plus structurantes de la vie politique française, à savoir le grand accord, la grande convergence des partis gouvernementaux sur la question européenne. Alors là, c'est le truc qui va résister à absolument toutes les alternances et qui d'ailleurs, c'est parce que c'est une question tellement profonde et je le redis, tellement structurante que elle va de fait rendre toutes ces alternances électorales absolument stériles puisque ce seront des alternances sans alternative. Alors voici la séquence. Le lancement du processus qui doit conduire au grand marché, c'est le sommet de Fontainebleau 1984, Mitterrand est aux manettes. L'acte unique qui en est le produit est signé en 1986 par Jacques Chirac. 1992, le traité de Maastricht est négocié et signé par Bérégovoy, Dumas, Mitterrand. 1993, c'est Édouard Balladur qui réalise l'indépendance de la Banque de France, qui est une condition sine qua non pour entrer dans l'euro. 1995, c'est Juppé qui est aux manettes pour piloter la première phase de la qualification pour l'euro. 1997, ce sont DSK et Jospin qui vont assurer la deuxième phase. 1998, ce sont Chirac et Jospin, main dans la main, qui signeront le passage effectif à l'euro. Donc là, il y a un trait qu'on peut faire passer entre tous ces points qui est d'une remarquable continuité. Et Nicolas Sarkozy qui cherche des tabous à détabouiser partout, il y en a un dont il ne s'occupe pas, en tout cas, c'est bien celui-ci. Vous me direz que de ce point de vue, il faudrait mêler également Ségolène Royal dans l'entreprise de détabouisation des tabous. Mais alors là aussi, je veux dire, les poules auront des dents, quoi. Et on le fera pas. 7 décembre 1981. Bon là, il y a 9 ou 10 bateaux. C'est impossible pour un boat people, pour un bateau de Vietnamiens de passer. C'est impossible, il va se faire attaquer par ces gens qui sont des pêcheurs mais qui sont aussi des pirates. Et il y a 10 000 bateaux comme ça entre l'île de Kra et la côte vers Songkhla où nous devons aller. Évidemment, ils se dirigent vers quoi? Vers la démocratie. Ça, c'est la démocratie. Ce sont les pirates, représentants des pays démocratiques. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On peut être présent, c'est-à-dire que des bateaux de guerre qui font rien, qui tournent en rond, qui se posent des problèmes métaphysiques en France, soient présents ici. Et en attendant, puisque ça ne se fait pas, il y a des médecins, parce que c'est leur travail, et il y a des journalistes. C'est ça, parce que la démocratie, ça se mérite aussi. Il faut qu'on sache qu'on ne peut pas la défendre en France simplement en mettant sa tête sous le sable. Ça durera pas. Alors tout le monde a reconnu évidemment Bernard Kouchner, qui, vous en parlez longuement dans votre bouquin, François Cusset, qui est la figure des droits de l'homme. Les années 80, c'est les années des droits de l'homme.
L'opération lancée par Kouchner, un bateau pour le Vietnam, donc là effectivement il en parle en 81 puisqu'elle dure plusieurs années, mais elle est lancée en 79 et elle aussi inaugurale de la décennie et de la nouvelle idéologie qui se met en place. C'est très intéressant les discours qu'on entend de Kouchner et d'autres autour de cette opération. D'abord, il y a le discours de l'urgence qui effectivement est réel, il y a une urgence humanitaire absolue, mais qui entonné par certains comme André Glucksmann ou Bernard-Henri Lévy à l'époque signifie l'inutilité totale d'une analyse politique de la situation et le fait qu'il y a urgence médicale. Donc l'idée que l'analyse critique ou politique est invalidée par l'urgence médicale, vous voyez ce que je veux dire, ça va nous durer 20 ou 30 ans, on est encore dedans. Et puis surtout, il y a l'idée que là énonce assez clairement Bernard Kouchner, qu'avec l'élan humanitaire, on est au-delà de la politique, on est au-delà des polarités politiques. L'image la plus emblématique de cette opération, c'est en 79, une conférence de presse à l'Élysée pour lancer l'opération, où on voit Raymond Aron et Jean-Paul Sartre se serrer la main. Ils ne s'étaient pas revus depuis les années 30. Donc les deux ennemis idéologiques absolus sont d'accord, sont ensemble pour sauver les boat people vietnamiens. Donc le discours derrière, c'est on est au-delà de la politique. C'est évidemment faux. Enfin, l'un des grands arguments, l'une des grandes idéologies les plus pernicieuses de la décennie, c'est il y a un au-delà de la politique, alors qu'on est encore complètement dedans. J'en veux pour preuve le fait que Médecins sans frontières va donner naissance en 84, beaucoup plus discrètement, à un drôle d'organisme qui s'appelle Liberté sans frontières, et dont le but idéologique, mais vraiment avoué cette fois-ci, est de dire liberté sans frontières ne favorisera et n'aidera que les pays qui vont dans le sens du libre marché, lequel est le seul moyen de développer des économies viables qui ferait qu'un jour l'aide humanitaire ne sera plus nécessaire. Donc il y a là un lien graduel, mais clair, qui se fait entre l'élan humanitaire soi-disant apolitique et une lecture complètement idéologique de la situation, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est en pleine guerre froide, enfin on est encore assez loin de la chute du communisme. Donc derrière voilà l'élan purement humain, il y a à mon avis une lecture politique à faire de cette affaire. Bernard-Henri Lévy, il y a eu quelques problèmes, notamment avec quelques personnalités juives qui étaient au sein du mouvement. Il y a eu en effet des minuscules et je crois assez misérables querelles de boutique venant de telle ou telle organisation. Et je ne pense pas que ce soit très important. L'événement ce soir, c'est qu'il y a 400 000 jeunes gens qui sont ici sur la place de la Concorde, qui se sont rassemblés sur des mots d'ordre de refus de la haine, de joie, d'antiracisme. Et ça, je crois que c'est un événement sans précédent en France. On peut dire que l'antiracisme est en train de devenir majoritaire en France. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois encore, lorsque nous étions quelques-uns à dire que les verrous étaient en train de sauter, que les tabous étaient levés, que le racisme était en train de déferler. On n'en était pas là. Et ça, c'est grâce à Harlem et grâce à Touche pas mon. Jean-Jacques, oui. Une fête, une manifestation liée au racisme a toujours quelque chose de politique, qu'on le veuille ou non. C'est un peu vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie? Non, je ne crois pas. Je crois que là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Ce mouvement antiraciste est né avec un mot d'ordre éthique, moral. Voilà, le racisme et l'antiracisme, c'est pas politique. On entend, on voit qu'une fois de plus, BHL est à l'avant-garde de la lutte contre la haine et contre le mal. François Cuisset. Alors effectivement, BHL parle de Harlem, c'est l'époque, c'est un peu un détail idiot, mais pas inintéressant. C'est l'époque où tout le monde s'appelle par son prénom. Je me souviens des souvenirs d'Harlem Désir qui racontent effectivement ce grand concert de la place de la Concorde en parlant de Bernard, de Marek, d'un autre Bernard qui est Kouchner. C'est les potes. C'est les potes, donc effectivement, c'est le... Mais au-delà de l'anecdote, bon, il y a quand même une double lecture, faut pas être caricatural. À l'époque, c'était effectivement un événement médiatique, mais un événement moral aussi, parce qu'on est quand même en pleine période d'attentat raciste et de Dupont-Lajoie et de montée de Le Pen. Cela dit, on voit bien que la réponse à la montée du racisme, c'est la musique, c'est les médias, c'est des concerts, c'est effectivement le soutien de quelques intellectuels officiels. C'est la publicité aussi, puisque le coup de génie, cette même année de SOS Racisme, qui va lancer l'association, c'est le badge « Touche pas à mon pote ». C'est d'ailleurs le concert de la place de la Concorde est organisé pour le lancement du badge. Il s'en vendra, je crois, 1 million dans les jours qui suivent. On aura même, c'est un détail révélateur, le jour du concert, le journal télévisé interviewe un publicitaire alors célèbre, mais qui n'est pas encore un homme de télévision, qui s'appelle Thierry Ardisson, et qui fait effectivement l'éloge de ce coup de marketing, il emploie l'expression, en disant que c'est vraiment une leçon pour les publicitaires, ce que vient de faire SOS Racisme. Voilà, si vous voulez, ces références-là, cette logique-là, cette tactique-là,
À court terme, très bonne chose, dans cette France effectivement un peu vieillie, cocardière et raciste. À long terme, échec total, dépolitisation complète du combat antiraciste, remplacé par une morale bien pensante et par effectivement une récupération politique et par certaines élites parisiennes. Je veux dire, on voit beaucoup plus Globe ou Bernard-Henri Lévy derrière SOS Racisme que les vraies victimes du racisme dans les cités, quoi. Oui, je crois que François Cusset montre ça très bien dans son livre. La bien-pensance antiraciste va permettre à la gauche bourgeoise de camoufler sous les traits de l'intransigeance antiraciste qu'elle est de moins en moins de gauche. Et ce discours sur l'événement médiatique qui transforme la France du jour au lendemain, c'est fini le racisme, etc. On l'a entendu je ne sais combien de fois depuis. On l'a entendu au moment du défilé de Goude pour le bicentenaire de la Révolution française, en 89. On l'a entendu au moment de la Coupe du Monde de football, autour du discours sur la France blanc, black, beurre. Et puis on s'est aperçu que ça n'avait pas vraiment bouleversé la société autant que l'imaginaient les publicitaires et les promoteurs de ce genre d'événements. Cette même année 85, donc la musique est la dernière arme, la seule arme contre le racisme. Elle est aussi la seule arme contre la fin dans le monde. C'est l'année de We Are the World, donc où toutes les stars de la pop mondiale sont réunies contre la famine en Éthiopie. Ça va effectivement influencer les Français, puisqu'on aura derrière l'album fait pour les Restos du Cœur de Coluche sur le même principe. Donc effectivement, la musique, ou en tout cas cette logique spectaculaire et médiatique, est la seule réponse qu'on trouve quand la politique a disparu. Depuis notre premier bonsoir, c'était hier à 20h précis, il y a 24h44, il s'est passé un événement considérable dans l'histoire de la télévision française. Alors que pour la première fois, une chaîne de télévision et de service public tentait de faire aussi bien que les Américains en organisant un télémarathon de plus de 24 heures pour une cause, une maladie mal connue. Nous pouvons vous dire avec Claude que nous avons déjà battu, toute proportion gardée, en tenant compte du nombre de téléspectateurs d'outre-Atlantique et du nombre de téléspectateurs français, nous avons battu le record des Américains. Voilà, faire aussi bien que les Américains, c'était le 5 décembre 1987 sur la 2 chaîne publique où Michel Drucker lance le premier Téléthon. François Cusset, la compassion médiatique, c'est pas exclusif aux années 80, ça a commencé bien avant. Ah non, si, c'est vraiment... Ça se développe à ce moment-là. L'humanitaire, à cette échelle-là, dans cette version consensuelle et masse médiatique, est une invention du tournant de la décennie 80, quoi, enfin 79-80, avec l'opération Un bateau pour le Vietnam. Et il faut la télé privée, la télé à paillettes, la télé, effectivement, de la deuxième moitié des années 80, pour donner toute son ampleur à ce genre de phénomène. Donc, il me semble pas que ça existe avant, sous cette forme, en tout cas, quoi. Frédéric Lordon. Je voulais rajouter simplement un petit mot. C'est quand même, effectivement, je suis d'accord avec François, c'est-à-dire c'est une innovation des années 80 et c'est le lancement de la grande dynamique de la dépolitisation, c'est-à-dire du contournement du politique par le caritatif, humanitaire, moral, qui laisse à chaque fois qu'on est confronté à ce genre d'événements dans une sensation de malaise et d'ambivalence, parce qu'il est difficile de dire ouvertement je suis contre le Téléthon, alors même que la multiplication de ce type d'opérations conduit à soustraire des choix de financement de recherche, notamment médicale, de la délibération collective qui a lieu dans les instances politiques. Alors évidemment, ça aussi, c'est un petit problème tout de même. Si vous avez choisi le film américain de Humphrey Bogart, Le costume 3 pièces, Les surgelés, Le grand voyage au bout du monde et Michael Jackson, vous appartenez à la famille Action. Et Action dans votre jargon, ça veut dire quoi? Un slogan peut-être. Réussir dans la vie en période de crise par les technologies modernes et la compétition économique. Voilà, on est à mi-parcours, on est au 30 octobre 1985, c'est une émission qui s'appelle F comme français, sur la 2, une émission de Pascal Brognaud et Bernard Bouthier, qui ont tenté la gageure de visualiser la diversité de la population française, en même temps que la technique du sondage, et pour cela, ils ont fait appel à un sociologue professionnel, Bernard Catla, du Centre de communication avancée d'Havas, qui a dégagé à partir d'enquêtes 5 grandes familles
de français et 5 styles de vie. Et donc, au cours de cette émission, en choisissant des styles de vie, comme on vient de l'entendre, eh bien, on pouvait, à la fin de l'émission, comme dans d'autres, on pouvait créer une entreprise. Là, on pouvait savoir qui on était dans cette société française. Ouais, c'est la grande mythologie des sociostyles, dont Bernard Catla est l'inventeur et le héros à cette époque-là. Il y a beaucoup d'autres sociologues, alors vraiment, il faut mettre des guillemets autour de ce mot, quand on l'emploie dans ce sens-là. À cette époque-là, il y a effectivement la COFREMCA, le CREDOC, tout un ensemble d'organismes, parfois d'ailleurs semi-publics, où des experts d'un genre nouveau cartographient comme ça, de façon exhaustive, la société française en fonction des habitudes de consommation, des styles de vie et des rapports à l'argent, quand même, principalement. C'est pour ça que on pourrait dire que ça a toujours existé, la volonté effectivement de cartographier, de créer des catégories à l'intérieur de laquelle on pourra faire rentrer toute la population. C'est un mode de contrôle social aussi ancien, finalement, que la démocratie bourgeoise. Mais là, c'est d'un genre nouveau, parce que finalement, c'est plus du tout des logiques de classe. Ce qu'affirment ces sociostyles, c'est que les logiques de classe n'existent plus, que ce qui est déterminant désormais, c'est un certain rapport à l'argent, le goût de certaines couleurs, une certaine psychologie qui fait qu'on est soit des moutonniers, haute catégorie de Catla, soit des inventifs, des audacieux, des casse-coups. Oui, d'ailleurs, on est entre la psychologie et la BD au niveau des catégories choisies. Et l'effet de cette vogue-là, reprise en chœur par tous les magazines de l'époque, c'est que même si ça a très peu de validité scientifique, on le sait très bien, ça va faire qu'au terme de la décennie, les marqueurs de classe auront en grande partie disparu des discours médiatiques ou intellectuels, puisqu'ils auront été remplacés par ces choses très volatiles que sont effectivement le goût pour certains yaourts ou le goût pour... Il y a aussi enfin une raison beaucoup plus concrète à tout ça, qui est que c'est l'époque effectivement du boom d'un certain capitalisme français, et pour optimiser le marketing, c'est-à-dire tout simplement pour savoir quelle musique sera la plus efficace à faire passer dans le supermarché pour que les gens consomment, là, il faut faire des enquêtes permanentes, il faut faire des groupes de consommateurs, il faut les cartographier. Donc, l'objectif plus direct, c'est ça. Mais l'objectif, moi, il me semble, à terme, c'est quand même effacement des marqueurs de classe et catégorisation exhaustive de toute la population consommatrice française, quoi. Vive la sociologie de marketing. Oui, en tout cas, le marketing a tué la sociologie. Oui. La soirée du 14 juillet sur Antenne 2, ça démarre dès 20h30 avec une grande soirée de variété. Charles Aznavour, Véronique Sanson, Bernard Lavillier, Elsa, Enrico Macias, Tana Mouskouri, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Coluche, Robert Hossein, la compagnie créole et Mireille Mathieu qui interprète la Marseillaise sous l'Arc de Triomphe. À 21h30, c'est le super show du bicentenaire par Jean-Paul Goude. Ça fait envie quand même. 14 juillet 1989, un grand moment de la commémoration, de l'histoire, de la mémoire, de la culture. François Cusset, vous étiez heureux ce jour-là. Ouais, effectivement, c'est le devenir publicitaire de la Révolution qui est terminé. N'oublions pas que la Révolution française est terminée. C'est le slogan de l'année 89. C'est le titre célèbre de François Furet, historien officiel de ce bicentenaire. Donc effectivement, on est en plein délire publicitaire. Il revient quand même un peu souvent, François Furet, dans votre bouquin. Il est quand même... vous acharnez un peu sur ce pauvre François. Il a joué un grand rôle. Il va, avec Mona Ozouf et quelques autres, effectivement, organiser, disons, l'ambiance, le paysage idéologique de ce bicentenaire. Il s'agit de relire la Révolution française, non plus à la lumière des phénomènes sociaux qui suivront du 19e siècle social ou même de la Révolution russe, mais à la lumière d'une révolution qui a eu lieu quelques années avant, qui est 1776, la Révolution américaine. C'est-à-dire de faire de 1789 une révolution purement politique et pas du tout sociale, et surtout un événement dangereux parce que portant en germe par nécessité la dérive de la terreur, de la guillotine et des années sanglantes de la Révolution. Alors évidemment, ce qu'on vient d'entendre, c'est pas ça. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la version publicitaire de la chose avec Jean-Paul Goude, publicitaire chéri des Français, proposant effectivement ce défilé incroyable où on a tous les symboles et les clichés de l'histoire de France qui défilent, et où on a, je crois, Jessie Norman qui chante la Marseillaise sur un char des Champs-Élysées. On est effectivement en train de... Un ours qui est censé représenter la Russie, parce qu'on fait dans le symbole relativement simple. Oui, on fait dans la folklorisation et la dérision à la fois, mais l'important c'est de dire quand même que l'histoire est finie.
Oui, ça a été un très grand moment que ce bicentenaire, parce que c'est aussi l'inauguration de la pyramide, c'est aussi l'ouverture du Louvre, c'est aussi l'opéra Bastille. Et donc, il y a le sommet qu'évoque François Cusset, qui a un côté assez paradoxal quand même, fêter la Révolution française en présence de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher. Et pour équilibrer le mauvais effet qui consiste à montrer les chefs des pays riches qui se rassemblent à Paris, François Mitterrand et Jacques Attali avaient décidé de faire aussi un sommet pour les pays pauvres. Et donc, représentant le monde des prolétaires, il y avait le maréchal Mobutu, qui, comme on le sait, était l'un des symboles les plus éclatants des aspirations révolutionnaires de l'époque. Et je crois que quand on parle de la Révolution française, ce qui est intéressant dans cette année-là, c'est que ce qu'on célèbre, c'est surtout les contre-révolutionnaires. C'est avant tout la célébration des Chouans, des Vendéens, c'est la publication d'ouvrages qui insistent sur le coût de la Révolution française. Il y a un livre, je crois, de Cédillo qui s'appelle « Le coût de la Révolution française » et dont le seul objectif, c'est de montrer qu'on aurait mieux fait de s'en dispenser. Et c'est les spectacles de Robert Hossein qui font apparaître la Révolution comme uniquement un bain de sang. Donc c'est une célébration assez paradoxale à bien des égards. Oui, enfin, c'est de nous dire la Révolution conduit au bain de sang, tout engagement conduit à la Révolution. Ne vous engagez pas, acceptez l'ordre établi une bonne fois pour toutes. C'est ce que vous devez comprendre. Mettez-vous bien ça dans la tête. Pour reprendre une fois de plus notre ami François Furet, nous sommes condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. Alors, c'est un très bon livre, hein, François Cusset, La décennie, votre bouquin, Le grand cauchemar des années 80. Mais, en 1989, il manque un événement que vous n'avez pas mentionné, c'est la création de Là-bas si j'y suis. C'est quand même un sacré moment, parce qu'effectivement, tout tournait mal au cours de ces années 80, et hop, en septembre 89, voilà, Là-bas si j'y suis. Et en novembre 89, qu'entend-on dans cette émission Modeste et Géniale? La chute du mur de Berlin. Serge Halimi. Deux choses. D'une part, évidemment, ça permet la réunification de l'Europe. Ça permet à l'Europe de devenir une zone commerciale beaucoup plus large, ce qui n'est pas sans importance. Par ailleurs, moi, j'aimerais dire que je pense que la portée idéologique de cet événement a été surestimée. Et qu'il a fallu, au moment où ce mur s'effondrait, signifier en quelque sorte que c'était la fin définitive de toute pensée alternative à un système libéral et capitaliste, alors même que cette pensée alternative existait dans des espaces qui n'étaient pas ceux de l'Union soviétique et de Berlin-Est. De la bière, on en a bu pas mal cette nuit, et du vin, et du champagne, ou du schnapps. On s'est enivré, c'est vrai, à Berlin, mais ce qui saoulait le plus, c'était l'air vif de la liberté. Tür auf, ouvrez les portes, un cri repris de part et d'autre du mur lorsque des milliers d'Allemands, à l'Est comme à l'Ouest, ont appris l'extraordinaire nouvelle. La liberté de passer pratiquement sans entrave d'un côté à l'autre de l'Allemagne. Une foule enthousiaste s'est présentée au point de passage et les redoutables Vaupeaux, les gardiens du mur, ont baissé les bras et les armes. Non, il y a deux commentaires. Il y a d'abord la rapidité quasi hystérique avec laquelle les gouvernants de l'époque, les marchands, les élites économiques se ruent sur cet espace économique nouveau. Le signe peut-être anecdotique mais emblématique de ça, c'est que dès le mois de janvier 90, donc 2 mois après la chute du mur, l'agence leader de la publicité anglaise, Saatchi & Saatchi, propose de louer des espaces du mur à des annonceurs, sachant que c'est un espace qui effectivement est un espace a priori public, donc, et que c'est l'espace le plus filmé de la planète à ce moment-là. Donc moi j'en fais effectivement un peu le signe. Ils vont tous déchanter, c'est-à-dire que ceux qui crient à la victoire de la démocratie et à la preuve définitive qu'elle est donc nécessairement liée au marché, vont déchanter très vite, puisque dès 90, le dit bloc de l'Est va être secoué par des tensions nationalistes, xénophobes, antisémites qui donneront la guerre en Yougoslavie et d'autres
d'autres problèmes et qui donneront surtout, là aussi, une casse sociale énorme, puisqu'il y aura des couches enrichies et des couches appauvries. L'autre aspect, lui, plus nostalgique, plus mélancolique de tout ça, c'est que s'entendre dire que la révolution est terminée, qu'elle soit française ou qu'elle soit communiste, et que l'horizon de l'émancipation sociale est révolu, nous oblige à aborder cette question de l'émancipation sociale comme quelque chose dont il faut faire le deuil, comme un objet morbide. Et cette morbidité, pour moi, enveloppe la décennie 90. Notre communauté, notre dernier lien à tous, social, est lié à ce deuil impossible. Et ce dont on fête l'enterrement, avec le démantèlement du bloc de l'Est, désolé, on ne pourra pas l'enterrer, et c'est ce qui déterminera notre avenir. Et moi, je pense que c'est effectivement ce qui va se passer dans la décennie qui suit, quoi. Et qui maintenant fera peur aux riches. C'était une réflexion faite au moment de la chute du mur de Berlin. Frédéric ? Cet événement de la chute du mur, qui a été peut-être l'un des plus surjoués et des plus surexploités par le néolibéralisme, ouvre une période historique de gigantesque expérimentation en vraie grandeur, alors là je déborde sur les années 90, qu'on connaîtra sous le nom de transition vers le marché des économies post-socialistes, laquelle expérience en vraie grandeur est en fait une affirmation absolument retentissante de la doctrine même du libéralisme. Puisque nos chers conseillers du FMI, les banquiers, les économistes de la BERD, dont Jacques Attali est le président, débarquent en Russie avec pour tout corps de doctrine l'idée que libérons les prix, réinstituons la propriété privée, laissons jouer les forces bénéfiques de la concurrence, et le capitalisme avec tous ses bénéfices va surgir dans l'instant. Évidemment, quel sera le résultat ? Une panade absolument effroyable dont on peut donner l'ampleur au travers d'un seul indicateur qui est la régression en l'espace d'une dizaine d'années de l'espérance de vie qui a perdu quasiment 15 ans en Russie. En Russie, ça a été épouvantable. Et qu'est-ce que démontraient là, mais in situ, sur le terrain, incontestablement les conseillers néolibéraux, c'est que le capitalisme même ne s'identifie pas au marché des théoriciens et qu'il ne saurait marcher sans son appareillage institutionnel et, alors là je vais dire le gros mot absolu, sans un État. Faute de quoi, en effet, c'est ce que Marx appelait l'anarchie du marché et l'accumulation primitive. François Cusset, on arrive au terme de ces années 80. Elle s'arrête quand exactement, ces années 80 ? Vers les 89-90. Moi, je l'ai fait un peu durer pour faire durer le plaisir ou le cauchemar. Je l'ai fait durer jusqu'à, pratiquement jusqu'à 95. D'abord parce qu'il y a quand même les bornes chronologiques des deux septennats Mitterrand qui, pour nous, pour la France, jouent quand même un certain rôle. Parce que la deuxième cohabitation avec Balladur Premier ministre est une redite en encore plus dramatique et en encore plus libérale de la première avec Chirac. Donc il y a quand même là une logique, une cohérence. Et parce que il me semble que s'il y a tournant, s'il y a réveil, s'il y a changement, il intervient quand même pas avant le milieu des années 90. Donc de même qu'il y a un court 20e siècle, il y a de très longues années 80, puisqu'elle commence en 77 avec effectivement le tournant intellectuel idéologique qui a lieu en France, et qu'elle s'achève, si ça se trouve, qu'en 94. On croit acheter un livre qui dure 10 ans, et en fait c'est 18 ans, c'est quand même bien, non ? Pour le même prix. C'est-à-dire qu'en 300 pages, vous découvrez que 10 ans en valent 20, je suis désolé, mathématiquement, c'était quand même une découverte, quand même. Là, sur la chronologie, j'ai peut-être une petite divergence. Je pense qu'il y a deux dates qui sont importantes. C'est 91, parce que 91, c'est la guerre du Golfe. We declared that the aggression against Kuwait would not stand. Avec le Clémenceau, escorté du croiseur Colbert et de plusieurs frégates anti-sous-marins, François Mitterrand a décidé d'envoyer une des pièces maîtresses de la flotte française. Au Koweït, l'une des urgences reste l'extinction des quelques 500 puits de pétrole auxquels les soldats irakiens avaient mis le feu avant de battre en retraite. This is a victory for the United Nations, for all mankind, for the rule of law, and for what is right. Et la guerre du Golfe, c'est un peu le pendant du rêve de la République du Centre. C'est l'idée d'une communauté internationale qui porterait ensemble les valeurs du droit et où les anciens clivages auraient complètement disparu. Donc ça, c'est un peu la culmination de cette idée que l'histoire s'est terminée. La fin de l'histoire, l'Union soviétique qui vote avec les États-Unis, parce que l'Union soviétique existe encore, qui vote avec les États-Unis pour imposer un ultimatum à l'Irak, qui en quelque sorte conduisent la guerre ensemble et qui rétablissent le droit. C'est presque une image merveilleuse, fantastique, évidemment. Avec l'ingérence. Avec l'ingérence, avec l'humanitaire, avec la fin d'une occupation
occupation ignoble, etc. Évidemment, les dizaines, voire les centaines de milliers de victimes irakiennes seront beaucoup moins détaillées dans le calcul d'ensemble. Et il me paraît que le moment où ça commence à craquer, où ça commence à grincer, c'est peut-être avant 95, je crois que c'est 92. Je crois que c'est le traité de Maastricht. Nous venons de vivre, en ce dimanche 20 septembre, l'un des jours les plus importants de l'histoire de notre pays. À l'heure où je m'exprime, en effet, il paraît certain qu'une majorité d'entre vous a approuvé le traité d'Union européenne adopté à Maastricht, que je vous ai soumis, et qu'ont soutenu des femmes et des hommes dont la fermeté de conviction et le courage intellectuel l'ont emporté sur toute considération partisane. Le traité de Maastricht, c'est quand même 49% de non. Vous avez déjà, en quelque sorte, la coalition de toutes ces élites, de la bien-pensance, de l'ordre libéral, socialiste, droite, etc., avec les médias, et résultat, vous avez quand même 49% de gens qui s'opposent à cette pensée-là. Et à partir de 92, je pense que cet ordre libéral, en tout cas au plan intellectuel, sera un peu moins assuré qu'avant, parce qu'on aura redécouvert qu'y compris dans les urnes, il y a un peuple qui ne vote pas avec ses dirigeants, qui ne vote pas avec les classes bourgeoises, puisque déjà au moment de Maastricht, on s'apercevra qu'une majorité assez écrasante des ouvriers et une proportion très importante des employés majoritaires ont voté non, alors que naturellement, les professions libérales, les cadres supérieurs, en quelque sorte, la nouvelle sociologie du Parti socialiste a massivement voté oui. Alors, François Cusset, concluons. C'était les années 80, c'était le cauchemar des années 80. Vous prolongez ce cauchemar jusqu'au cœur des années 90. Est-ce qu'aujourd'hui, 2007, on est sorti de ce cauchemar ? J'en suis pas complètement convaincu. Alors bon. La blague consisterait à dire quand est-ce qu'on va sortir des années 80 ? Non, d'abord ce qui nous en sépare. C'est, et je dirais que c'est aussi ce qui fait l'intérêt d'un regard rétrospectif sur cette période, c'est que c'est une période désinhibée, c'est une période de discours excessif, voire hystérique, qui disent une vérité idéologique qu'on a plus de mal à voir aujourd'hui, parce que depuis, le politiquement correct a fait son chemin. Les années 80, c'est l'époque où on dit, et tout le monde le dit, qu'il n'y a rien de plus révolutionnaire et de plus érotique que le marché et l'entreprise. C'est aussi l'époque, de façon beaucoup plus anecdotique, où le mauvais goût, y compris dans le champ culturel, est mis en avant comme quelque chose de fun. C'est une époque, effectivement, où on n'a pas peur d'un certain excès, d'une certaine outrance dans le mauvais goût et dans une forme d'hystérie idéologique. Ça, c'est terminé. Je dirais presque hélas, parce que ça a le gros avantage de la sincérité et de la vérité, cette époque-là. En revanche, et ça nous en sépare aussi, c'est une époque où derrière ces discours-là, derrière cette chape de plomb quand même de la République du Centre, de l'objectif unique et de la pensée unique, il y a un certain nombre de refoulés, de choses qu'on a refoulées, politiques et économiques, qui depuis quelques années font retour. Il y a quand même des retours du refoulé. Pour aller très très vite, il y a clairement un retour du refoulé social, et je dirais classiquement social, c'est-à-dire que les experts, les sociologues et les politiques nous ont expliqué que la France voulait être gouvernée au centre, la classe moyenne était désormais sans limite, les luttes de classe avaient disparu, la conscience de classe elle-même, elle avait été remplacée par des styles de consommation, et on voit bien que ce qui a lieu depuis une dizaine d'années, que ce soit effectivement des soubresauts sociaux liés à la défense de certains acquis, ou que ce soit une forme territorialisée, parfois ethnicisée, de la lutte des classes, comme les émeutes de banlieue en novembre 2005, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, prouve qu'effectivement, c'est en train de faire retour. Donc, on est séparé des années 80 à ce point de vue-là. D'un autre côté, alors là, pour parler très concrètement, au milieu de cette campagne électorale, beaucoup de choses font signe pour nous dire qu'on est peut-être encore dans les années 80. Le fait que les trois candidats principaux, sinon les quatre avec Le Pen d'ailleurs, sont
des produits sociologiques et psychologiques de la décennie 80. Et puis, on se dit quand même qu'il a fallu les années 80 et cette entreprise de brouillage des catégories politiques classiques, des polarités politiques, du discours politique, cette espèce de grand relativisme où tout est dans tout, pour croire que l'idée d'ordre juste et la façon dont Ségolène Royal la défend pourrait être une idée de gauche, pour croire que François Bayrou est un candidat de gauche, et pour croire que Nicolas Sarkozy représente la France profonde. Donc on a un peu l'impression, si vous voulez, dans ce pays si subtil politiquement, qu'on en est un peu à la politique pour les nuls. Et ça me paraît être un effet de la dépolitisation des discours et des raisonnements initiés pendant les années 80. Il est certain que le climat intellectuel n'est pas du tout le même, que la critique de l'ordre libéral est beaucoup moins marginale. Maintenant, on a presque l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, alors que dans les années 80, on l'a évoqué précédemment, des livres comme ceux de Guy Hockenghem ou le livre sur la deuxième droite de Jeanne Auvert et de Garnier faisaient en quelque sorte l'effet d'une bombe, d'une révélation. Là, maintenant, tous les jours, vous avez un nouveau livre qui vous explique que le libéralisme n'est pas l'avenir du monde. Donc là, il y a un changement qui est significatif. Le problème, c'est que le libéralisme s'est tellement installé à travers les structures économiques, à travers le personnel politique, à travers l'ordre social, que même s'il n'est plus hégémonique au plan intellectuel, eh bien, il peut continuer continuer sa course. Frédéric Lordon, sorti du cauchemar ou pas ? Le hasard de l'écoute radiophonique d'aujourd'hui m'a fait venir à l'esprit l'idée qu'il y a une archive qui nous a manqué d'une certaine manière. C'était celle de Jean-Pierre Gaillard. Je veux dire, elle est énorme, il rentrait dans la mémoire sonore, cet homme-là, il est quand même extraordinaire. Alors lui, il passe sur toutes les époques, il n'y a pas de problème. Alors, immortalisé par les Guignols, enfin, vous vous souvenez, c'était extraordinaire, c'est le marché à la Gaule, le marché n'en peut plus, le marché va jouir, ça y est, le marché a joui. C'est vrai que Jean-Pierre Gaillard, il a dû avoir quand même de sacrées notes de pressing. Mais... Vous le voyez, le marché est en pleine forme. Bien sûr, ce matin, le marché s'est réveillé avec une demi-molle, mais croyez-moi, en fin de séance, il avait une belle gaule. Le marché n'a pas besoin de développeurs, il n'a pas besoin de gingembre ni de poudre de rhinocéros. Le marché a le gourdin et il vous le met profond. Jean-Pierre Gaillard, Bourse de Paris. Mais qu'est-ce qu'il y a là derrière tout ça ? Il y a que on voit à l'œuvre ce travail de perméabilisation, d'imbibition, d'imprégnation de la société française par les valeurs directrices du capitalisme, à savoir les valeurs de l'argent et de la cupidité. D'où l'explosion des magazines consacrés au placement, à la finance, à l'argent, le supplément épargne argent du monde. Un magazine qui sponsorise, je ne sais plus quelle chaîne, qui s'appelle Mieux vivre son argent. J'ai aussi réentendu ça aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, parce que il faut croire donc qu'être très riche, ça pose un certain nombre de problèmes existentiels. Et en même temps, la société française, d'une certaine manière, résiste à tout ça. Elle ne se laisse pas complètement embobiner. En tout cas, on n'en est plus à cette période du milieu des années 80 où, on l'a écouté lors d'une tranche précédente de discussion, on avait droit à ces émissions, je me souviens plus comment elles s'appelaient, c'était Action ou quelque chose comme ça, qui Ambition, voilà, qui nous faisait une pédagogie active du désir d'enrichissement. Et chaque fois que la société française résiste de cette manière, je suis pris entre deux sentiments contradictoires. Le premier qui est d'être tout à fait ému par ce petit miracle, et le second qui est une angoisse qui me saisit l'instant d'après, à me dire, mais finalement, ce miracle-là, combien de temps va-t-il durer encore ? Et après la période des commencements héroïques, où effectivement on pouvait vanter les charmes de l'Eldorado libéral tant que celui-ci n'avait pas encore produit ses effets réels. Une décennie ou une décennie et demie plus tard, on commence à en voir les conséquences en vraie grandeur. Et pendant qu'il voit que le marché jouit, le salariat, lui, en bave des ronds de chapeau. Alors évidemment, ça lui donne un regard tout à fait différent sur toutes ces choses. Et je repense à un autre événement qui est aussi symptomatique parce que appartenant à cette décennie des années 80, en étant tout à fait caractéristique, il est en même temps le germe d'une dynamique qui va être littéralement explosive dans les années 90 et surtout dans les années 2000, c'était la grève des Peugeot en 1989. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette grève avait été déclenchée par le fait que Peugeot refusait une augmentation même misérable de salaire à ses employés, alors même que, révélation du Canard enchaîné oblige, Jacques Calvet, son patron de l'époque, s'était octroyé, lui, un généreux, je ne sais plus si c'est 15 ou 20%. Mais à l'époque, son salaire à lui plafonnait à, dans des, 100 000 francs par mois.
15 000 euros par mois. Hein, Et alors après, on a vu ça, alors, mais attendez, c'est un pauvre type rapporté aux standards de notre époque, hein, si vous voulez, avec 15 000 euros par mois, où est-ce qu'on va? Et on a vu les chiffres monter et exploser, on pourrait faire la courbe. En 1995, le patron de Carrefour, Monsieur Bon, part avec un golden parachute de 20 millions de francs. Ah, déjà, c'est beaucoup mieux. 4 ans plus tard, Monsieur Jaffray, qui vient de se faire désosser par Total et qui a perdu la présidence d'Elf, part néanmoins avec, non plus 20 millions, 200 millions de francs. Voilà qui va mieux. Et en 2005, 2006, 2007, etc., on reste dans l'ordre de la centaine de millions, sauf que des francs, on est passé aux euros. Donc vous voyez là, effectivement, c'est le propre de la société capitaliste telle qu'elle est entièrement sous pilotage de la finance. Il s'y opère une redistribution des revenus incroyablement polarisée, et le spectacle d'une richesse croissante pour un tout petit nombre, au regard des détériorations des conditions matérielles d'existence du plus grand nombre, produit des effets qui sont de plus en plus difficiles à accommoder par la société capitaliste, laquelle ne tient qu'avec des régulations auxiliaires que, pour faire simple, on pourrait résumer de la manière suivante. TF1, la police et le Lexomil. Bon, alors, ça fait quand même une trajectoire soutenable, mais difficilement. Alors, qu'en tirer comme conclusion? C'est que, évidemment, là, il semble qu'avec cette dégradation fondamentale de la répartition du revenu et la détérioration des conditions d'existence des gens, on a une sorte de force de rappel, tout de même, qui un jour devrait finira peut-être par produire ses effets. Mais tout de même, qu'est-ce qu'on la paye au prix fort? Je veux dire, c'est pas un horizon politique tout à fait rieur, mais malheureusement, c'est le nôtre pour l'heure, par défaut d'une incapacité des forces réellement de gauche à s'organiser, à se restructurer et à reconstituer une offre politique qui ne soit plus social-libérale. Serge Halimi. Oui, je pensais en écoutant Frédéric Lordon nous donner l'évolution en quelque sorte des rémunérations patronales au discours qui justifiait et qui continue de justifier cette escalade permanente. Et c'est le discours de la concurrence, ou plus exactement le double discours de la concurrence. C'est les patrons français qui expliquent qu'ils ne peuvent pas être moins payés que les patrons américains, et au même moment, les patrons français qui expliquent à leurs ouvriers qu'ils ne peuvent pas être plus payés que les ouvriers chinois ou vietnamiens. Et l'extraordinaire, c'est que souvent, ce sont les mêmes personnes qui tiennent ce discours au même moment à deux groupes tout à fait opposés, dont les écarts de revenus, évidemment, ne cessent de se creuser. Et lorsqu'on fait des sondages internationaux qui valent ce qu'ils valent, on constate que parmi une vingtaine de pays dans le monde, la France est le seul pays où le capitalisme libéral soit minoritaire, où il y a une majorité de la population qui estime que ça n'est pas un bon mode de régulation de la vie économique et sociale. Et c'est ce qui... Pourtant, les pédagogues ne manquent pas, ils n'ont pas manqué. C'est ce qui justifie ce discours qu'on entend un peu partout. Je l'entendais d'ailleurs sur France Inter il y a quelques jours dans Rue des Entrepreneurs, sur le thème des Français qui ne comprennent rien à l'économie, voilà, parce qu'ils ne sont coupe pas... dans les montages. Et moi, j'en ai plein sur le sujet. Je suis venu armé comme un croiseur de combat. Écoutez-la, vous verrez, c'est vraiment impressionnant. Non, mais moi, je pense qu'effectivement, l'une des grandes continuités des années 80 et des années 90, c'est ce démon de la pédagogie. On l'a déjà vu dans une tranche précédente, mais je trouve que c'est un caractère extrêmement profond des nouveaux rapports de pouvoir. C'est-à-dire que les dominants pensent rendre légitime leur domination, plus seulement du simple fait de l'exercer, mais désormais en l'expliquant aux dominés. Alors, le mot d'ordre, c'est, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes en colère, c'est que vous n'avez pas bien tout compris, mais on va vous expliquer. Alors on explique inlassablement. C'est vraiment extraordinaire. On commence par les enfants, qui sont les cerveaux les plus malléables, ce qui a donné lieu à la floraison d'un genre littéraire à part entière, qui est le bidule expliqué à mon fils ou à ma fille. Qu'est-ce qu'on n'a pas expliqué à mon fils ou à ma fille? C'est fantastique. On les bassine, ces pauvres gosses. Donc le racisme, c'est mal. Le christianisme, c'est bien. La charité humanitaire, c'est très bien. L'Europe et l'économie de marché, c'est indispensable. Et les politiques s'y sont mis. Ils sont devenus d'extraordinaires pédagogues, et on a tous ce souvenir
de cet immense moment de pédagogie politique qu'a été la campagne du traité constitutionnel européen en 2005, sauf que cette fois-ci, pas de bol, c'était en ZEP, la classe était turbulente et les gamins des cancres. Mais qu'à cela ne tienne, on va plus attendre simplement la période des examens, désormais c'est contrôle continu. Donc on va masser la bête en permanence. Alors on crée des comités ad hoc, alors il y en a un qui est particulièrement merveilleux qui s'appelle le CODIS, qui est le comité pour la diffusion de la culture économique et qui a explicitement pour tâche, je cite, de réconcilier les Français avec l'économie. Il faut donc croire qu'ils étaient fâchés. Et le CODIS a exposé très récemment un certain nombre de préconisations dont je garde la plus croustillante, qui est, vous l'aurez noté, formulée par Éric Orsena, ancien membre de cabinet socialiste, qui se présente lui-même très modestement comme écrit du conseil de surveillance de Vivendi. Absolument, et qui nous dit la chose suivante: puisqu'il faut masser les esprits, il faut commencer à l'école. Je cite, tout enseignant doit avoir une connaissance de la réalité économique. Ce qui importe, c'est que les profs connaissent et aiment l'entreprise. Qu'ils la connaissent à la limite, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Il faut qu'ils l'aiment. Si on ne connaît pas l'entreprise, évidemment, elle paraît menaçante. En fait, l'entreprise n'est ni de droite, ni de gauche. Amen. François Cuissel, le mot de la fin. Moi, pour rebondir là-dessus, je voudrais poser une question un peu saugrenue, c'est de savoir si ces contradictions-là, que décrivent très bien mes deux camarades, ne vont pas, en France et pas ailleurs, provoquer, si vous voulez, une fracture, un mouvement social, quelque chose qui pourrait se passer dans les mois ou les années à venir, qui ne peut pas se passer ailleurs, peut-être parce que le travail de greffe du système libéral sur la vieille société française a été mal fait, n'a pas été complètement fait, que cette greffe n'a pas pris, qu'elle s'est faite de façon un peu contradictoire, que les années 80, ça n'est pas que le marché, mais c'est aussi un sursaut républicain ou républicaniste, un discours de foi dans l'État, et donc qui renforce une sorte de dépendance psychologique ancestrale des Français vis-à-vis de l'État, alors même que l'État, non seulement ne peut pas tout, comme disait Lionel Jospin, et ça lui a valu sa carrière politique, en gros, mais si ça se trouve, ne peut plus rien. Et donc, si vous voulez, il y a différents phénomènes contradictoires qui fait que, en France, des attentes et des si vous voulez, des barrières de sécurité existent encore, qui font que cette effectivement hystérie libérale que décrivent et dénoncent bien mes camarades pourrait provoquer un mouvement social tout à fait désordonné, lié aussi effectivement aux banlieues, à la question ethnique, sociale, etc., qui, lui, sera incontrôlable et qui ne peut pas avoir lieu ailleurs, puisque aux États-Unis, le travail d'individualisation du travail, de la société, de l'entreprise, a été accompli à ce point qu'on ne voit pas qui pourrait s'opposer collectivement à ce qui a lieu là-bas. Donc, moi, je serais là plus optimiste, si on peut parler d'optimisme, devant l'imminence d'un tremblement de terre, mais je pense que la greffe libérale n'ayant pas pris, et les candidats actuels à l'élection ayant en commun de vouloir réussir tardivement par des méthodes un petit peu curieuses cette greffe, ils pourraient réunir les conditions pour effectivement un mouvement social. Donc voilà, je dirais qu'il y a une atmosphère crépusculaire à beaucoup d'égards, qui sent un peu l'extrême fin, un peu rance des années 80, et en même temps pas mal de signes que tout ça peut bouger, et bouger beaucoup plus vite que ne le croient les pessimistes.